Sculpté par l'eau, le soleil et les vents, Oman est un vrai trésor de la nature. Des récifs coralliens aux plus grands déserts de sable du monde, en passant par les hautes montagnes et canyons, je vous emmène aujourd'hui dans un voyage de 2 semaines et 4000 km en 4x4, dans un pays qui fait l'unanimité chez les voyageurs, par ses paysages époustouflants, par sa faune et bien sûr par son peuple et son histoire. La perle du Moyen-Orient, pays des mille et une nuits, de Sindbad le marin, de l'encens et des bédouins, mais aussi un pays en pleine transformation accélérée pour accueillir des touristes, avec ce que ça amène de positif et de négatif. Ce documentaire voyage a été produit en collaboration avec Yesim, qui propose des cartes eSIM, des cartes SIM électroniques, dont je vous parlerai plus tard, et iDrive44, qui propose des locations de 4x4 avec tente de toit dans différents pays. Tout a commencé pour nous par la récupération de notre Land Rover Prado équipé par iDrive44 d'une tente de toit. On a eu un bon briefing sur tout le matériel fourni, dont bien sûr le kit off-road, le kit cuisine et la tente. Et ensuite, nous sommes partis à la découverte de Mascate. Mascate, la capitale d'Oman, est une grande ville. Sur ses 1 500 000 habitants, elle accueille plus de 920 000 expatriés et environ 580 000 Omanais. C'est une ville très étendue, avec un excellent réseau routier, bordée par la mer au nord et les montagnes au sud. Plusieurs quartiers méritent d'être visités, comme par exemple Mutra, avec son port et son fameux souk, ou encore la plage de Kurum, où Omanais, expatriés et touristes se promènent ou font du sport, dans une ambiance détendue, sous les cocotiers. Mais s'il y a un endroit à ne vraiment pas manquer à Mascate, c'est la grande mosquée du Sultan Qaboos. Cette mosquée magnifique est ouverte à la visite tous les matins, l'entrée y est gratuite, une tenue appropriée est exigée, pantalons et t-shirts suffiront pour les hommes, et les femmes devront également se couvrir les jambes et les épaules, mais aussi les cheveux. Bon, s'il y a bien un truc à ne pas rater à Mascate, c'est la mosquée du Sultan Qaboos à laquelle je suis maintenant. L'entrée est gratuite. C'est vraiment un endroit où on peut passer un bon moment à visiter à la fois l'extérieur, les jardins, mais aussi l'intérieur, salle des prières. C'est vraiment magnifique, hein. Vous aurez pas mal d'images dans ma vidéo de cette mosquée où j'ai passé une très bonne matinée. Outre la géométrie artistique de son architecture, les matériaux nobles utilisés, ses espaces verts et points de vue, cette mosquée est connue pour son tapis. Dans la grande salle de prière, ce tapis impressionne. 21 tonnes, 1,7 milliard de nœuds, 5625 mètres carrés, 600 tisserandes iraniennes ont travaillé pendant 4 ans pour réaliser ce tapis, considéré comme le plus grand tapis persan artisanal réalisé au monde. Les lustres de la salle des prières font aussi forte impression en cristal Swarovski et en métal plaqué or, le lustre central tenant le premier rôle avec ses 8 mètres de diamètre, sa hauteur de 14 mètres, son poids de 8 tonnes et ses 1122 ampoules. Pour ceux qui se posent la question, l'islam majoritaire à Oman est l'ibadisme, qui ne concerne que 1% des musulmans dans le monde. C'est un islam loin des extrémismes qui prône l'ouverture et le vivre ensemble. La violence religieuse y est rejetée et lors de notre séjour, nous n'avons pas une fois senti ni défiance ni malaise, mais au contraire, nous sommes sentis vraiment bienvenus et avons trouvé des gens aimables et ouverts. Il est temps maintenant de quitter Mascate pour aller découvrir l'un des plus beaux joyaux d'Oman, les îles d'Emaniat. Mais avant cela, je vous partage un détail pratique de ce voyage. Bon, quand je voyage comme ici à Oman, je prépare un maximum de choses avant le voyage, mais bien sûr une fois sur place, j'ai besoin souvent d'avoir une connexion internet fiable, soit quand j'ai un changement de programme pour arriver à trouver un itinéraire ou une destination avec mon smartphone ou pour faire une réservation. Bref, très souvent j'utilise mon mobile et pour ce voyage à Oman, j'ai choisi d'utiliser Yesim. Yesim est un fournisseur de cartes SIM électroniques, les eSIM. On peut y acheter une eSIM pour une ville, pour un seul pays, comme je l'ai fait pour Oman, ou pour des régions du monde. Mais il y a aussi 3 plans mondiaux pour ceux qui voyagent plus souvent. Le plan mondial inclut 80 pays et est rentable dès qu'on voyage dans 2 pays ou plus. Excellent choix pour les voyageurs occasionnels. Le plan mondial plus inclut 147 pays et est lui adapté à ceux qui voyagent beaucoup.
une eSIM pour 147 pays et aucun besoin de changer quoi que ce soit à chaque passage de frontière. Et enfin, le Pay and Fly qui couvre plus de 170 pays et qui est sans abonnement ni prépaiement. Vous ne payez que ce que vous utilisez, mais avec les mêmes avantages que les autres plans. 4G ou 5G illimité, partage de connexion, etc. Et on peut activer à la maison, avant de commencer à voyager, sa carte eSIM pour que quand on se pose, quand on atterrit, eh bien, elle soit directement active. Pas la peine de faire la queue chez un fournisseur de SIM local. Moi, ça a marché super bien, hein. Tout est vraiment super clair sur YesSIM pour activer cette carte eSIM. Alors après, juste avant d'arriver sur place, plus qu'à couper les données mobiles sur votre forfait principal et à mettre en service la carte eSIM de chez YesSIM. Encore une fois, c'est vraiment très simple et vous serez guidé pas à pas pour le faire. Et après, plus qu'à profiter de YesSIM avec une assistance disponible H24/7/7. J'ai eu affaire à eux parce qu'après avoir passé les 20 gigas de data, j'ai eu un ralentissement du débit, mais c'est normal. Il n'y a qu'à passer en mode manuel du choix de l'opérateur local et à changer d'opérateur. C'est ce que j'ai fait. Après, ça a marché nickel au niveau du débit des données. Bref, je suis vraiment ravi du service que m'a proposé YesSIM avec vraiment de la data illimitée pendant mon séjour, une couverture du réseau qui est bonne et selon le pays où vous serez, ça prendra automatiquement, si vous choisissez le choix automatique de l'opérateur, eh bien le meilleur opérateur disponible selon l'endroit où vous serez. Je vous mets un lien vers YesSIM qui sont basés en Suisse dans ma bio et en description de la vidéo. Avec le code MONSPORT, vous aurez 3 € offerts dans votre panier. Un grand merci à YesSIM d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors là, je suis à une bonne demi-heure de bateau au nord-ouest de Mascate, sur un archipel d'îles qui s'appelle les îles d'Emmagnat. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, une réserve marine avec une faune impressionnante. J'ai eu la chance d'y passer la nuit complète avec une session snorkeling, même 2 hier, et puis une grosse ce matin. C'était vraiment magnifique. Il y a Saad qui s'est occupé de nous pour le repas du soir et puis pour tout le reste. Un moment vraiment hors du temps. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez, d'aller faire un tour sur ces îles d'Emmagnat, que ce soit pour une après-midi, une matinée ou même une nuit complète comme on a pu le faire. Franchement, c'est un vrai régal. Si vous allez sur les îles d'Emmagnat à la journée, vous pourrez y admirer la faune marine. De juin à octobre, vous pourrez y voir des requins-baleines. Malheureusement, en novembre, nous n'avons pas pu en voir. Il est possible aussi d'y voir des requins pointe-noire, inoffensifs. J'en ai vu un, mais malheureusement, n'ai pas eu le temps de le filmer. Et bien sûr, vous y verrez plein de poissons différents et des tortues toute l'année. Si vous passez une nuit sur les îles, en plus d'avoir plus de temps pour en profiter, vous pourrez aussi admirer la bioluminescence marine. Nous l'avons observée à plusieurs endroits d'Oman, mais jamais aussi forte et belle qu'aux îles d'Emmagnat. Il s'agit de variétés de phytoplancton et de crustacés microscopiques qui émettent de la lumière bleue sur le rivage. C'est très impressionnant, beau et visible sans souci à l'œil nu de nuit. Après ces 24 heures magiques, il a été temps de revenir sur le continent et de prendre la route pour la ville de Nizoua. Nous sommes allés à Nizoua pour y voir 2 choses. Premièrement, le fort de Nizoua. Cet édifice datant du XVIIe siècle est l'un des plus emblématiques et connus d'Oman. Il abrite un musée, des jardins et surtout une énorme tour, haute de 35 mètres et d'un diamètre de 45 mètres, du haut de laquelle la vue à 360 degrés sur la ville, la palmeraie verdoyante et les montagnes du Djebel Ardar est vraiment superbe, surtout au coucher du soleil. La deuxième raison pour laquelle nous sommes allés à Nizoua est le marché aux chèvres. Il a lieu tous les vendredis matins de 7h à 9h et il est compliqué de se garer tant il attire d'Omanais et de touristes. Il s'agit d'une vente aux enchères pendant laquelle les vendeurs défilent en rond sous un préau avec leurs bêtes, tandis que les potentiels acheteurs proposent des enchères. Le tout dans un brouhaha surprenant causé par les vendeurs, les acheteurs, mais aussi les bêtes parfois récalcitrantes à défiler. Les Omanais y sont comme toujours vêtus de leur dish d'achat, la robe blanche, et c'est un moment de vie très typique qui mérite vraiment d'être vécu. Nous avons ensuite marché dans les ruelles animées de Nizoua en profitant de son ambiance si particulière, puis il a été temps de prendre la route pour Misfat à la Briine. Le nord d'Oman est très montagneux avec un sommet à 3000 mètres comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo. De loin, ces montagnes paraissent arides et sans vie. Pourtant, elles regorgent d'endroits formidables et vous en verrez plusieurs dans cette vidéo. Le premier d'entre eux est Misfat à la Briine.
situé à environ 1 heure de route de Nizwa. Considéré par beaucoup comme le plus beau village d'Oman, Misfat Al Abrine a environ 500 ans et se situe à environ 1000 mètres d'altitude. C'est un village collé à une palmeraie et un wadi. Les wadis à Oman sont un peu nos canyons, un cours d'eau encaissé entre des falaises. 3 choses méritent d'être vues à Misfat Al Abrine. Premièrement, la vue sur le village et la palmeraie qu'on aperçoit en arrivant et qu'il est possible aussi d'admirer depuis le village moderne situé sur le flanc opposé. Deuxièmement, les sentiers de la palmeraie. Il y a de nombreuses randonnées possibles, certaines étant assez sportives car il y a pas mal de marches d'escalier. C'est assez magique de se balader le long des phallages, ces canaux d'irrigation traditionnels omanais qui permettent les cultures dans la palmeraie. Selon les saisons, vous y verrez bien sûr des dattes, mais aussi des bananiers, papayers, citronniers ou grenadiers. L'altitude du village et l'ombre de la palmeraie rendent la balade très agréable en termes de température, en tout cas en novembre, quand nous l'avons faite. Enfin, troisièmement, le vieux village lui-même mérite aussi d'être visité et de se perdre dans ses ruelles. Vous y verrez les constructions traditionnelles des maisons avec un mortier local composé de chaux, d'argile et de fibres végétales. Misfat Al Abrine étant touristique, certains bâtiments sont vraiment superbes. Après une bonne marche, nous avons mangé dans un restaurant et avons repris la route vers le sommet d'Oman, Jebel Shams. Jebel Shams veut dire montagne du soleil. Cette montagne, qui est le sommet d'Oman, s'appelle comme ça car de son sommet, on est au premier endroit d'Oman touché par les rayons du soleil levant. Il culmine à 3000 mètres et attention, il peut y faire frais, voire froid. Par rapport aux vidéos que j'en avais vues en préparant mon voyage, la route qui y mène a beaucoup changé. Il y a toujours des parties goudronnées et des parties de piste, mais d'énormes travaux sont en cours pour tout goudronner et déjà maintenant il est possible d'y monter sans avoir un 4x4. Cela rend l'endroit accessible à tous, ce qui est bien, mais forcément il y a du monde. Il s'agissait pour nous de la première nuit en tente de toit du Land Rover et le fait de ne pas être seul avait certes un côté rassurant, mais pas mal de familles ont fait du bruit assez tard et de toutes les nuits en tente qu'on a passées à Oman, c'est la seule dont je ne garde pas un très bon souvenir. D'ailleurs, sur ce timelapse de nuit, on voit bien qu'il y a du passage toute la nuit. L'endroit où nous étions est magnifique, à flanc de falaise, sur ce grand canyon qui s'appelle d'ailleurs le Grand Canyon omanais. Il y a 3 manières classiques de l'admirer. La première est par le fond, où un wadi coule. La deuxième est par ce sentier bien connu, le Balcony Walk. Et la troisième est sur les crêtes où nous étions. Le cadre est magnifique et le restera, et Jebel Shams vaudra toujours le déplacement, mais ce qui était un incontournable pour les voyageurs dormant en tente comme nous, sera bientôt si facile d'accès et si bondé qu'il ne vaudra peut-être plus la peine d'y dormir. Ça a été malgré tout une super première expérience de camping avec le Toyota Land Rover que je ne regrette bien sûr pas. Et après avoir tout rangé, il a été temps de commencer la pire journée de notre séjour omanais. L'immense majorité des gens qui visitent Oman ne voient que le nord du pays. C'est parce que dans cette partie nord d'Oman, il y a beaucoup de choses à faire en peu de distance autour de Mascate. Et nous y reviendrons pour la fin du séjour et la fin de cette vidéo. Mais pour mon séjour de 17 jours, il était hors de question de ne pas visiter la région du Dhofar, qui se situe à l'extrême sud du pays. Le Dhofar est une région très riche en termes de paysages, de culture, d'histoire, de végétation, et je vous montrerai et expliquerai tout ça dans la suite de la vidéo. Mais en quittant Jebel Shams, nous commencions une partie du voyage très particulière qui m'a demandé beaucoup de préparation, qui m'a fait rêver pendant des mois, que j'ai attendu avec impatience tout en l'appréhendant, et qui a demandé de la concentration et du sang-froid une fois sur place. Tu vois cette grande zone jaune là, à cheval sur Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Oman et Yémen? C'est le quart vide. Empty quarter en anglais, Rub al Khali en arabe. C'est la plus grande étendue ininterrompue de sable au monde. 650 000 km² de sable continu et d'énormes dunes. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers au monde, avec une faune et une flore très réduites, des températures pouvant évoluer jusque plus 50 le jour et moins 10 la nuit, selon les saisons. La plupart des touristes qui vont à Oman vont au Wari Bassens, qui est un petit désert très beau au nord du pays. À ce moment du voyage, je ne savais pas encore si nous irions à Wari Bassens, mais j'étais en revanche sûr que nous irions dans le Rub al Khali
pour un peu moins de 24 heures et que pour que tout se passe bien, il fallait déjà commencer par faire un maximum de kilomètres après avoir quitté Jebel Shams. Ce jour-là, nous avons donc traversé Oman dans sa longueur. Si les premiers dromadaires croisés nous ont émus, après une centaine, on s'est habitué à les voir. Il y en a partout, il faut être très prudent car aucune route ou autoroute n'est clôturée en Oman. Et il nous est souvent arrivé dans ce séjour de devoir s'arrêter à cause d'animaux sur la route. Je vous en reparlerai. L'excitation de ces paysages nouveaux et de l'aventure à venir m'ont permis de garder la forme et de prendre du plaisir dans ce trajet, même si, il faut bien l'admettre, cette route est monotone. Nous sommes arrivés à Toumaraït vers 20 h. Après une nuit dans un hôtel correct, nous avons repris la route. L'objectif était de se rendre à Al-Maziouna, la dernière ville avant la frontière yéménite, d'y faire des courses et un dernier plein d'essence, puis de prendre une piste vers le nord pendant 130 km pour rentrer dans le Rub al-Khali et de se poser au pied de Ramlat Jadila, la plus haute dune du monde selon les Omanais. Sur le site du gouvernement français, cette zone entière est déconseillée car proche de la frontière du Yémen. Je ne vous engage bien sûr pas à y aller, mais pour vous expliquer mon choix, il y a 4 points. D'une part, les zones de conflit les plus proches au Yémen sont à plus de 1000 km de la frontière omanaise. D'autre part, le gouvernement omanais est proche tant des Houthis que du gouvernement yéménite. Ensuite, il n'y a jamais eu aucun souci dans cette région. Et enfin, l'armée omanaise met en place des checkpoints dans toute la région et y patrouille. J'en reparlerai. Notre escale à Al-Maziouna s'est très bien passée, nous y avons trouvé des gens adorables et ravis de nous voir, et nous avons repris la route comme prévu. J'avais longuement préparé cette partie du voyage, notamment en regardant pas mal de vidéos YouTube, et comme je vous l'ai dit, la piste devait commencer à Al-Maziouna. Mais en fait, une route a été construite. On a hésité, mais on a finalement pris la route. Ça n'a pas été un choix simple parce que je ne voulais pas me tromper de direction, et cette route n'existait ni sur Google, ni sur Maps.me, ni sur aucune appli ou carte. Mais elle semblait aller dans la bonne direction et il nous semblait apercevoir par moments la piste que je pensais devoir prendre. Nous avons roulé plus de 110 km sur cette nouvelle route jusqu'à arriver à un barrage avec une piste qui partait sur la droite et un panneau indiquant Ramlat Jadila. Ce tronçon avait donc été bien plus rapide que prévu et si cela vous semble une bonne nouvelle, en réalité, pas vraiment. Je précise que là, on se rendait dans un désert, un vrai désert, seul. Initialement, j'avais prévu d'y arriver en fin d'après-midi, vers 16 h quand le soleil est bas et qu'il fait moins chaud. Mais là j'ai compris que nous y serions bien plus tôt que prévu et presque au pic de chaleur de la journée. Rapidement après avoir commencé à rouler sur la piste, les cailloux ont cédé la place au sable et il a fallu s'arrêter pour dégonfler les pneus. Baisser leur pression augmente la surface de contact au sol et donc la traction. C'est la première chose à faire pour ne pas s'ensabler. Ces moments étaient particuliers. Le paysage était superbe et la température correcte, 32 degrés, mais le moindre souci peut être compliqué à gérer ici. Même si j'avais de quoi communiquer par satellite, que je me débrouille en conduite sur le sable et qu'on avait tout l'équipement de sécurité et de quoi boire et manger pour plusieurs jours, je savais qu'il fallait que tout se passe bien ici. On n'a pas trop le droit à l'imprévu ou à l'erreur dans ce genre d'environnement. Après une vingtaine de kilomètres de conduite sur sable, dont environ 15 sur la piste et 5 sur ces grandes étendues de sable plate entre les dunes du Rub al-Khali, nous sommes arrivés au pied de Ramlat Jadila, avons choisi un endroit pour nous installer et nous sommes posés. Alors cette dune, comme vous l'avez vu, c'est selon les Omanais la plus haute du monde. D'après mes recherches, c'est vrai, mais pas dans le sens que vous pensez. Par rapport au niveau de la mer, cette dune serait en effet la plus haute du monde avec environ 400 mètres, mais par rapport à son pied, elle fait environ 140 mètres d'après mon GPS, et si c'est pas mal du tout, je pense que d'autres dunes la dépassent. Au risque de me répéter, ici on n'a pas trop le droit à l'erreur. Pas question de laisser le contact allumé par erreur et de vider la batterie par exemple. La magie du cadre et d'y être seul se mêlait à cette conscience qu'il fallait être organisé et sérieux, et ça passait aussi par éviter l'insolation. On s'est arrangé pour s'installer à l'ombre, on a mangé des fruits achetés à Al-Maziouna, bu beaucoup d'eau. J'ai aussi tourné ma vidéo de test de la DJI Osmo Action 6 d'ailleurs. Puis le soleil s'est couché, on a cuisiné et mangé, seul, dans un silence absolu et sous un ciel étoilé comme j'en ai rarement vu. Dormir en tente ici est assez impressionnant, mais on a bien dormi, puis on s'est levé, préparé et on a commencé la marche.
C'est parti pour l'ascension de Ramlat Jadila, la grosse dune qui est là et qui continue à monter derrière. La dune a différentes sortes de racines comme des bras. Et là on a essayé de prendre un bras qui est un peu plus long mais un peu moins raide. Mais déjà là c'est raide parce que avec le sable ça fait forcément beaucoup plus d'efforts. Mais bon, ça va le faire. On voit déjà la voiture bien petite par là-bas. Et j'ai hâte de voir le paysage qui va se révéler derrière. Cette montée n'a rien d'un exploit physique. Ça monte bien et le sable rend la chose plus compliquée. Il faut faire des pauses pour reprendre son souffle et reposer les mollets et les cuisses, mais ce n'est pas très long et ça se fait. Ce qui rend cette montée particulière, c'est pour commencer les fortes pentes qu'il y a sur les côtés quand on marche sur l'arête. Sur les images de drone, on a l'impression que la pente est là, mais en réalité, elle est là, et par moments, c'est vraiment impressionnant. Il y a même des avalanches de sable qui font un bruit surprenant. C'est ensuite le paysage magnifique et unique qui se révèle à mesure qu'on monte. L'envie d'en finir avant qu'il ne fasse trop chaud, et enfin la conscience qu'il ne faut pas se faire une cheville ou un genou bêtement ici. Et voilà, bienvenue sur cette dune énorme, Ramlat Jadila. J'avoue que la montée est bien physique avec le sable là, qui décuple l'effort on va dire, et des parties qui sont raides, aussi assez impressionnantes avec de bonnes pentes sur les côtés. Mais bon, ça se fait et franchement ça vaut le détour parce que les images, la vue est magnifique et je pense que les images que je vous montrerai le seront aussi. Allez maintenant, descente à la voiture. Et c'est parti pour un peu de route pour quitter le Rub al Khali et aller sur près de l'océan, toujours dans le Dhofar, cette partie au sud d'Oman. Alors certes, c'était beaucoup de route et 3 jours en tout dédiés à cette expérience, ainsi qu'une prise de risque contrôlée, mais ça en valait clairement la peine. C'était vraiment magique et magnifique d'être seul dans ce désert, en haut de cette dune énorme, dans ces paysages dignes d'un film. Après avoir quitté la piste, nous avons branché le compresseur sur la batterie du Land Rover pour regonfler les pneus. Plusieurs voitures militaires sont passées et si c'était assez impressionnant à la première de voir arriver un gros 4x4 de l'armée avec 5 types équipés de mitraillettes à bord, ça a été au final plutôt rassurant car ils étaient vraiment adorables, nous ont demandé si on avait besoin d'aide, si tout allait bien, puis ont continué leur route. Une fois les pneus gonflés, nous avons repris la route vers la côte du Dhofar. Cette côte a des parties très escarpées avec des falaises énormes qui se jettent dans la mer et qui m'ont fait penser à Madère. Mais il y a aussi de magnifiques plages, comme par exemple Fazaya Beach, où nous avons passé la nuit suivante. Il y a une particularité qui explique tout l'intérêt mais aussi l'histoire du Dhofar. De juillet à septembre, le Dhofar reçoit les moussons d'Inde. Quand il fait 40 degrés ou plus et un soleil de plomb sur tout le reste de la péninsule arabique, ici il fait une vingtaine de degrés et il pleut ou il bruine. C'est la saison du Kharif. Ceci a d'énormes conséquences.
Le Kharif est la haute saison touristique du Dhofar, car de nombreux habitants de toute la péninsule arabique viennent chercher la fraîcheur ici en été. Les puits du Kharif donnent naissance à de nombreux wadis et cascades magnifiques que nous n'avons malheureusement pas pu voir en novembre. Et toute cette eau a bien sûr une conséquence sur la végétation du Dhofar. Tout pousse ici, papayers, manguiers, bananiers, cocotiers, pommes cannelle. Et à Salalah, la ville principale du Dhofar, vous trouverez plein de vendeurs de fruits en bord de route. On trouve aussi des baobabs dans le Dhofar. Mais il y a un arbre endémique du Dhofar qui a fait sa richesse, la richesse d'Oman depuis des millénaires d'ailleurs, et a contribué au développement du sultanat dans de nombreux domaines. Cet arbre, c'est le Boswellia sacra. Et c'est à partir de sa sève qu'on obtient un produit qui, à l'Antiquité, valait plus cher que l'or et qui vaut encore aujourd'hui très cher. Le terme encens désigne tout ce qui sent bon en se consumant. Mais par exemple, dans les bâtonnets d'encens, pas mal de choses sont mélangées pour couper la matière première et obtenir un prix correct. La vraie matière première est la sève de quelques arbres, et celle qui est considérée comme la plus pure, la meilleure au monde, provient du Boswellia sacra d'Oman. Ces petits cailloux qu'on obtient après séchage de la sève ont plusieurs noms. C'est l'oliban en français et frankincense en anglais, ou en français aussi d'ailleurs. À l'Antiquité, le Dhofar était un carrefour d'échange d'où partait le frankincense vers d'autres pays et continents. Les Omanais ont pu et dû développer leur talent de navigateur pour exporter l'encens. Le sextant a d'ailleurs été inventé ici et je vous parlerai plus tard des boutres, les bateaux traditionnels omanais. Il y a plusieurs types de frankincense en fonction de sa qualité. Tous peuvent se brûler à côté d'un charbon ardent pour diffuser leur fumée et les meilleurs peuvent même être consommés ou dilués dans de l'eau et bu. Alors bien sûr, l'odeur est agréable et il peut servir de parfum. On prête aussi des vertus de désinfection et de purification de l'air à sa fumée et on lui prête aussi des vertus digestives lorsqu'il est consommé. C'est d'ailleurs ce frankincense d'Oman qui aurait été offert par les rois mages à Jésus. Bref, je vous en ai parlé car il est selon moi impossible de parler d'Oman sans vous parler de ce frankincense. Il explique l'ouverture au monde du sultanat depuis des millénaires, sa richesse, sa culture et son histoire. Salalah est une grande ville où il y a pas mal de choses à voir et faire, et aussi de belles plages. D'ailleurs, si j'avais eu mon matériel de wingfoil, kite, surf ou paddle surf, je me serais régalé. Pas mal de touristes y séjournent à l'hôtel et on trouve des hôtels et restaurants de toutes catégories. On peut s'y rendre facilement en avion depuis Mascate et c'est un séjour dépaysant et agréable garanti. Mon avis est plus mitigé pour ce qui concerne le reste de la région côtière. Je vous l'ai dit en intro, Oman est en pleine transformation pour accueillir plus de touristes. Autour de Salalah, il y a vraiment des travaux partout pour rendre plus facile d'accès les endroits touristiques. Par exemple, Chat Viewpoint est en plein travaux et ce coin sauvage sera bientôt bétonné avec une promenade, des restaurants et hôtels. Mug Shale Beach, qui était vraiment une jolie plage, est maintenant complètement bétonné avec des parkings énormes et encore de gros travaux en cours. Et les geysers qui sont à l'ouest de la plage sont devenus un site touristique avec tyroliennes, barrières de partout. Bref, ce coin n'a plus aucun intérêt. Je comptais aussi aller voir une épave de navire qui échouait en bas d'une grande falaise pour y faire un peu de FPV, mais ce coin a été complètement inaccessible à cause de travaux encore une fois énormes. Bref, il reste encore des coins préservés comme Fasaya Beach, mais combien de temps avant que la piste de Fasaya Beach ne soit goudronnée et que des hôtels soient construits en bas ? Cette région attirera un autre style de tourisme, mais il n'y a déjà presque plus aucun intérêt à s'y rendre si on est amateur de grands espaces vierges et qu'on est en 4x4 avec tente. Enfin, il y a un point dont je ne vous ai pas encore parlé, même s'il était présent depuis le début du voyage. La pollution plastique. Tu te souviens de ce plan au pied de Ramla Jadila ? Tu vois ça, ce sont des bouteilles plastiques. Tu vois ça, ce sont de grandes poubelles qui ont été installées là, mais ne sont pas assez régulièrement vidées, et leur contenu se déverse au moindre coup de vent et vient rejoindre sur le sable les nombreux autres déchets plastiques laissés par les visiteurs. C'était pareil aux îles d'Emaniat et sur la côte du Dhofar, ainsi que sur toutes les autres côtes d'Oman. On en reparlera. Nous avons repris la route vers le nord. J'avais prévu des arrêts incontournables pour cette seconde partie du voyage qui consistait à remonter la côte est d'Oman. Et comme vous le verrez, ça ne s'est pas passé comme prévu. Si j'avais su, j'aurais prévu des escales dans des endroits que je croyais sans intérêt avant d'y être. C'est le cas de cette portion du trajet entre Salalah et Korsenak.
Le paysage est superbe, la route magnifique, et c'est je pense l'un des derniers endroits d'Oman où il y a encore beaucoup à explorer. Mais nous n'avons fait qu'y passer car il y avait pas mal de routes jusqu'à la destination du jour. En passant à Hasik, nous avons aperçu des dauphins dans la baie. Je me suis garé et ai décollé mon drone rapidement pour essayer de les filmer. Nous sommes arrivés à Korsenak vers 16h. J'avais vu plusieurs vidéos YouTube de voyageurs qui s'y arrêtaient pour une nuit et je tenais à le faire. Il s'agit d'une palmeraie avec une rivière entre des falaises qui se jettent dans la mer. Je savais qu'il fallait s'installer au nord de la rivière et vous verrez pourquoi. À part des dromadaires que nous avons aperçus au loin, nous étions seuls. C'était vraiment beau, calme et assez impressionnant avec les falaises autour. La soirée s'est bien passée et après le repas, j'ai fait quelques images de nuit, comme d'hab, puis nous nous sommes couchés et avons passé une belle nuit. Après avoir déjeuné, nous avons commencé la marche pour aller à la plage au bout de Korsenak. Il faisait assez chaud et la marche n'est pas très longue mais assez escarpée par endroits. La plage de Korsenak est vraiment magnifique, avec de gros blocs rocheux au nord, des falaises au sud et une énorme plage de sable au milieu. C'est un coin très prisé des pêcheurs locaux car très poissonneux. Des cadres magnifiques comme ça, il y en a plein à Oman. Mais malheureusement, c'est quasiment partout un dépotoir de plastique. Et c'est pas juste la mer et les marées qui les ramènent, hein, parce que les pêcheurs omanais, ils sont pas du tout précautionneux et partout où il y a des pêcheurs, il y a du bordel quoi. Et ça sur le long terme, ça va être compliqué de récupérer tous ces dégâts causés par le plastique. On s'est baigné, puis nous sommes repartis vers la voiture. En y arrivant, nous avons croisé des pêcheurs qui rentraient de leur nuit de pêche à la ligne avec une cargaison de poissons impressionnante. Entre leurs rudiments d'anglais et mes rudiments d'arabe, on a brièvement échangé et ils nous ont gentiment proposé de nous offrir du poisson, mais nous avons décliné. Je les ai recroisés un peu plus tard alors qu'ils partaient en voiture et que je faisais voler mon Mavic 4 Pro et je leur ai montré le retour vidéo sur la radiocommande pour qu'ils voient Korsenak depuis les airs. Ils étaient vraiment ravis d'avoir cette vue. Nous avons quitté Korsenak vraiment ravis de l'escale et prêts pour une grosse journée de route jusqu'à la grosse ville de Dukm. La route a commencé par des paysages magnifiques avec de grands cols à monter et à descendre, des points de vue superbes, le tout sur une route très récente, large et belle. Ensuite, nous avons commencé à longer d'immenses plages. Comme pour le trajet de la veille, si j'avais su, j'aurais prévu un ou plusieurs arrêts sur ce tronçon car les plages étaient splendides et totalement vierges. Là il y a une plage, 10 km environ de plage, personne, sable blanc, plage de rêve, un peu de vent, un peu de vague, avec un matos de wingfoil, ça va être sympa ici là.
Mais bon, là, ça sera juste un petit plouf avant de poursuivre la route. Cette partie de la côte est à la fois très loin de Mascate et de Salalah, peu de monde y passe, presque personne ne s'y arrête, mais ce sont les plus belles plages d'Oman, en tout cas parmi celles que j'ai vues. Duqm est une grande ville en plein essor pour devenir un gros port de la côte Est, et honnêtement, elle présente peu ou pas d'intérêt pour l'instant. Mais pour nous, c'était juste une escale d'une nuit à l'hôtel, car la vraie destination suivante était les Sugar Dunes, les dunes de sucre. Il s'agit d'un désert de sable blanc qui se jette dans la mer Bleue. D'ici environ 5 km, on va quitter la route pour prendre la piste qui mène vers les Sugar Dunes, l'un des petits bijoux apparemment de la côte est omanaise. Et puis on va y passer la nuit. Et je sais pas encore s'il faudra dégonfler les pneus ou non. On verra sur place si la piste de sable est bien tracée ou pas. On avisera. C'était top de retrouver le sable. Conduire sur le sable, c'est un peu comme skier en poudreuse. La piste est facile et des panneaux indiquent l'accès aux Sugar Dunes. Dès qu'on a passé l'hôtel, on a compris que quelque chose n'allait pas en voyant la couleur de la mer. Elle était verte. Voilà, c'est le début des Sugar Dunes. C'est un spot qui était censé être magnifique d'après les vidéos que j'ai vues. Bon, d'une part, comme souvent à Oman, il y a plein de déchets plastiques partout sur la plage pour l'instant. Et d'autre part, ce qui est bizarre, c'est que l'écume des vagues est verte, comme si l'eau était soit saturée en algues, soit très polluée. C'est très bizarre. Et ça sent fort. Oh, ça sent très très fort comme s'il y avait des crustacés pourris ou poissons pourris. Oh, une odeur vraiment de crevettes pourries quoi. D'après mes recherches, depuis quelques années, c'est un souci récurrent à Oman. Il a plusieurs facteurs contributifs, désalinisation de l'eau de mer, pollution due à l'agriculture, bref, l'activité humaine en général. Entre l'odeur nauséabonde, l'impossibilité de se baigner, les déchets plastiques jonchant littéralement toute la plage et le début des dunes, il est rapidement apparu évident que ce qui devait être l'une des étapes et claques visuelles majeures du voyage était vraiment devenu un fiasco et que nous ne dormirions pas là. Nous avons donc traversé les Sugar Dunes déçus, avec quand même des parties 4x4 sympas, notamment quand nous avons roulé sur la plage quelques kilomètres parmi les déchets plastiques. Je n'avais aucune idée de ce que nous allions faire ensuite, ni de où nous allions dormir. Je ne comptais pas aller dans cette région surnommée les Maldives omanaises parce que j'en ai pas forcément entendu que du bien, donc on a roulé vers le nord en prenant des pistes. C'était beau. Mais j'étais vraiment déçu de l'expérience des Sugar Dunes, j'en avais marre des déchets plastiques et j'ai eu envie de me rapprocher au maximum du nord pour changer de décor et aller faire quelques wadis. Donc nous avons roulé jusque tard ce soir-là et nous sommes posés dans un hôtel. Puis le lendemain, nous avons fait la route vers l'un des wadis les plus connus d'Oman, Wadi Bani Khalid. Ce wadi est magnifique. Il commence par une partie profonde et assez large, c'est là que nous avons rencontré Amit. Il parlait un peu français et était vraiment adorable. Il nous a guidés en étant très gentil et attentionné. J'ai vite compris que ce n'était pas juste amical et qu'il voulait nous servir de guide. Et comme il était vraiment, encore une fois, adorable, je me suis laissé faire. Grâce à lui, nous avons rapidement découvert Wadi Bani Khalid, qui d'ailleurs était bondé. Puis, Hamid nous a amenés voir la grotte. Je ne suis pas très friand de spéléologie et ne m'attendais pas à ça. Alors là, c'est Hamid qui m'a amené dans une grotte. Je sais pas combien de mètres on est sous la terre. Et ça fait étroit, hein, faut marcher à 4 pattes pour ne pas se cogner. Sans lui, j'y serais jamais allé. Et là, on est dans une sorte de piscine naturelle sous la terre, avec de l'eau chaude. Impressionnant. Tu me laisses pas tout seul ici, hein? Oui. Don't leave me alone here. Et c'est de là qu'on est arrivé et qu'on va repartir. Il y a environ 150 mètres, je pense, 200 mètres de couloir comme ça, jusqu'à la sortie. C'est facile. Ouais, c'est facile pour toi. Sans Hamid, je ne serais jamais allé au fond de cette grotte. Je lui ai ensuite demandé s'il y avait des coins sympas pour sauter dans le wadi. Il n'a jamais parlé d'argent et il n'a rien demandé.
D'ailleurs, je n'avais même pas pris d'argent, mais je lui ai dit que je voulais le payer parce que sans lui, ça aurait été une expérience bien moins intéressante et je lui ai proposé de nous accompagner à la voiture. Wadi Bani Khalid est en plein travaux. Un hôtel énorme se construit, une route d'accès et plus de parking ainsi qu'un chemin pour pouvoir remonter le wadi à pied sans avoir à nager. Encore un endroit qui était sauvage et calme il y a peu, mais qui sera ultra touristique très bientôt. Malgré cette belle expérience pour nous, il m'est difficile de vous conseiller Wadi Bani Khalid, qui est dès à présent un endroit bondé qui n'a plus rien de sauvage. Nous avons pris la route pour Sour. Sour est la plus belle ville omanaise que nous avons vue. Elle est située à l'extrême est d'Oman, entre une énorme baie qui se vide en partie à marée basse et la mer d'Oman. Elle est considérée comme l'un des ports ou l'une des villes maritimes les plus anciennes du monde. Au VIe siècle, Sour était un centre établi de commerce avec l'Afrique de l'Est. On y construit depuis des siècles les boutres, ces fameux bateaux omanais qui ont fait la renommée et la prospérité de Sour. Comme Salalah, c'est une ville où l'on peut tout à fait venir passer des vacances et profiter de la mer, et c'est aussi un très bon spot de kite. On a essayé d'aller à Ras Al Jins, au sud-est de Sour, qui est connu pour être un endroit de ponte des tortues. Mais aucune possibilité de camper près de la mer là-bas, et j'ai trop lu et entendu de mauvais avis sur l'hôtel d'où partent les marches nocturnes pour voir les tortues, pour y passer une nuit. On a voulu se rabattre sur cet endroit qui avait l'air sympa pour y passer la nuit, mais l'accès à la plage est maintenant barré et interdit. Il y a encore plein de travaux, donc nous avons fini à l'hôtel à Sour. Le lendemain, nous avons visité la fabrique de Boutre. C'était sympa à voir, mais honnêtement, j'ai vu des vidéos YouTube qui ont plusieurs années dans lesquelles il y avait exactement le même gros bateau en construction, et je me demande si cette fabrique de Boutre n'est pas devenue tout simplement un musée et une fabrique de souvenirs. Je n'ai pas la réponse, mais bon, c'était quand même sympa à voir, vite fait. La destination suivante était Wadi Shab, le wadi le plus connu d'Oman. On a fait la route vers Tiwi pour repérer d'où partent les barques qui nous mènent à Wadi Shab, histoire d'être efficace pour y être au plus tôt le lendemain. Ensuite, on a cherché une plage où passer la nuit. Contrairement à ce que j'avais vu sur beaucoup de vidéos YouTube, ça a été très compliqué. Beaucoup de villas, Airbnb et hôtels ont poussé et ne sont pas encore présents sur Google. Donc l'accès aux plages est vraiment très limité. On a dû remonter jusqu'à la ville de Bima et vu qu'on y était, on allait faire un tour au Bima Sinkhole. Ça fait longtemps que je le connais parce que je l'avais découvert dans une vidéo de Casey Neistat dans laquelle il fait un superbe saut dans ce sinkhole. Mais ça a encore une fois beaucoup changé, maintenant c'est complètement aménagé. Il y a parking énorme, barrières, toilettes et franchement ça n'a que peu d'intérêt même si c'est impressionnant à voir. Puis nous nous sommes posés près d'une plage parmi les déchets plastiques. Voilà, bord de mer, beau cadre pour se poser et là regarde par terre. Il y a un groupe qui est venu et ils ont laissé toutes leurs cuillères en plastique, bouchons en plastique, partout. Alors je dis pas qu'ils sont omanais, qu'ils sont d'Inde, de Bangladesh, de France, d'Allemagne, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un peu comme ça partout à Oman. On a eu la chance de revoir de la bioluminescence marine ce soir-là, moins forte qu'aux îles d'Emaniat, mais c'était quand même beau et impressionnant. Puis après une nuit et un petit déj rapide, nous sommes partis pour Wadi Shab. Nous y sommes arrivés tôt et avons pu prendre l'un des premiers bateaux. Pour 2 €, ils te font traverser le delta du Wadi et ensuite commence la marche. Cette marche est très agréable, il y a quand même environ 4 km de mémoire pour arriver à la partie du Wadi dans laquelle il faut commencer à se mouiller. Mais nous nous sommes trompés et avons continué sur le sentier à flanc de falaise. C'était beau, mais j'avoue un peu chaud, voire vraiment chaud.
Bon, c'est gouré de chemin, on a pris toute la falaise et après la rejointe du wadi était compliquée. Mais maintenant c'est bon, on y est. Après pas mal de péripéties, avec 2 autres jeunes Français partenaires de galère, nous avons finalement pu rejoindre le wadi, mais l'avons commencé par le haut, et sa partie technique et facultative pour ceux qui le font normalement. La descente de la cascade et l'arrivée dans la grotte étaient fabuleuses. Ensuite, ce passage impressionnant où ma tête ne passait pas sans aller sous l'eau était vraiment très beau. C'est vraiment un magnifique wadi et si vous pouvez, je vous conseille d'y aller tôt comme nous l'avons fait, car il est très connu et littéralement bondé. L'idée ensuite était d'aller à Bandar Keran. Alors aujourd'hui après Wadi Shab, on voulait aller faire Bandar Keran, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le vrai nom à l'image si je me suis trompé. C'est un coin un peu avec comme des fjords, des sortes de bras de mer qui rentrent dans la terre. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos YouTube. Ça me plaisait bien, mais en fait, encore une fois, c'est un coin qui a complètement changé. Beaucoup d'hôtels se construisent dans tous les endroits où il y a des plages de sable. Et voilà, une route avec un point de vue qui avait l'air sympa, mais c'est fermé et ils construisent un hôtel. De plus en plus comme ça à Oman, où en fait c'est de moins en moins ouvert au... Oh putain. Et bloc privatise l'accès à la plage. Donc en fait on a accès à rien, on peut voir depuis des points de vue en hauteur ce qui se passe sur les plages de sable, mais il n'y a accès à aucune plage. Encore une route qui est marquée sur Google avec un petit village au bout, la mer, mais là en fait c'est bloqué parce qu'ils construisent un golf, le golf de Donald Trump, un des golf clubs de Donald Trump. Avec son hôtel. Voilà. Et la seule à laquelle on a eu accès, il y avait des loueurs de bateaux en bas et c'était interdit au camping. Bref, c'était un échec ce Bandar Keran et c'était un petit peu l'un des 2 points faibles d'Oman, on va dire, qui était bien reflété dans cet endroit, à savoir le développement vraiment à vitesse grand V du tourisme à Oman et pas toujours de manière, on va dire, raisonnée ou raisonnable. Donc on a fini sur cette plage où on est maintenant là. J'ai même plus en tête le nom du village qui est à côté, par contre elle est vraiment tranquille. Je vous mettrai des images que je prendrai demain matin au réveil. Et donc dernière nuit en tente ce soir, et après on se finit par 2 nuits à Mascate en hôtel avant le retour. Au réveil, j'ai pris mes palmes, mon masque et mon tuba et suis parti faire un tour en mer. Je suis tombé sur un énorme banc de petits poissons. Magnifique. Bon voilà, c'était ma dernière session snorkeling à Oman. J'ai eu la chance d'avoir un gros banc de poissons et ça me fait penser que quand j'ai dit à des amis que j'allais en vacances à Oman, certains m'ont dit où ça, enfin certains ne connaissaient pas trop Oman, ils ne savaient pas où le passer sur la carte. Pour d'autres c'était juste du désert et aucun intérêt. Je sais que beaucoup de gens maintenant savent la beauté de ce pays et sa diversité. Mais voilà, je pense que beaucoup de gens encore ne savent pas qu'à Oman il y a ça aussi, cette richesse sous-marine, cette diversité terrestre, ce peuple, cette culture, cette histoire. Et voilà, c'est des choses que je voulais voir depuis très très longtemps et que je suis content d'avoir pu voir maintenant, tant qu'il reste encore un petit peu de côté sauvage, authentique, et avant que trop d'endroits ne soient remplacés par des hôtels, des golfs ou du béton. En tout cas, là, c'est un moment
encore assez magique pour cette dernière session snorkeling. Maintenant, retour à Mascate pour les 2 dernières nuits en hôtel pour se poser un petit peu après ces 2 semaines assez magnifiques. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Oman, c'est pour ça que j'ai la liberté de vous parler de ces différents problèmes. Mais pour conclure, je vais quand même vous dire que ce voyage a été magnifique. Oman est magnifique, il y a une faune qui est bluffante, des paysages très variés et vraiment superbes. Et clairement, ça vaut complètement le coup d'aller faire des vacances à Oman, quel que soit leur style. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, en tout cas à travers mes différentes expériences, c'est qu'il y a encore pas longtemps, c'était un paradis pour ce style de voyage, avec tente de toit ou avec tente tout court. Et c'est en train de changer. Et si vous voulez faire ce style de voyage et que vous êtes à la recherche de paysages sauvages, Oman est en train de changer et ne sera bientôt plus une destination autant adaptée à ce style de voyage. Après, il reste encore de nombreuses parties de la côte Est, comme je vous l'ai dit, qui sont magnifiques et encore plus ou moins vierges. Et peut-être que ça vaudrait le coup d'aller creuser un peu plus dans ce coin-là. Pour conclure, quelques détails pratiques, le rial omanais est assez fort, il vaut un peu plus que 2 €, mais pour autant les prix sur place sont vraiment corrects. On a réussi à manger dans des restaurants pour 7-8 €, des fois même 5 € pour 2. L'essence sans plomb coûte 50 centimes d'euros le litre. Au niveau tenue vestimentaire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, il est conseillé de cacher les genoux et les épaules. Donc en gros, un pantalon et un t-shirt, ça fait le job partout, sauf dans les mosquées bien sûr, où les femmes devront en plus, comme je vous l'ai dit, se cacher les cheveux. Au niveau téléphone, je vous l'ai dit, pour avoir du réseau mobile, j'ai utilisé Yesim et j'en ai été ravi. Et après, bien sûr, si vous partez en off-road avec un 4x4, je vous conseille de télécharger une application qui vous permettra d'avoir le GPS même si vous n'avez pas de réseau. C'est vraiment important parce que si vous perdez la connexion avec un réseau GSM, si vous lancez Google Maps, ça marchera pas quoi. Je vous laisserai voir quelle application semble la plus adaptée à vos besoins. Ce voyage, encore une fois, ça a été vraiment un vrai plaisir avec des moments très très forts et aussi des points qui m'ont déçu comme je vous en ai parlé, mais ça reste une super expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu et été utile. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches ou à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.